Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Corruption au Mali, quelle est la situation et comment y faire face? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Oumar Traoré, membre de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLE, professeur Clément Dambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage PCC et professeur Mamoutou Soumaré, économiste, chercheur au Centre de réflexion et d'action contre la corruption. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La corruption au Mali. Oumar Traoré, vous êtes de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Où en sommes-nous au Mali aujourd'hui? Merci, M. Touré. Je voudrais d'abord vous remercier et remercier la direction pour avoir organisé ce débat et nous associer. Parler de la corruption au Mali, j'allais dire que pratiquement c'est devenu quelque chose de comme un pléonasme, tellement le phénomène est banalisé. Le constat est que la corruption sévit dans tous les secteurs, secteur public, secteur privé. Et parallèlement, les dispositifs de lutte contre la corruption aussi existent. Il y a les structures qui sont créées, il y a la justice qui est là, et il y a des textes qui ont été adoptés. Mais malgré tout, le phénomène persiste. Alors la question est comment combattre efficacement ce phénomène de la corruption. Mais d'abord, pourquoi ça persiste selon vous? Il y a les structures, il y a la justice selon vous, mais pourquoi ça persiste? Je vais dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la persistance de la corruption. D'abord, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Kouloukan-Fouga, quand vous vous rappelez, on a cité les modes d'acquisition de la recherche. Donc la corruption n'est pas citée. Ça veut dire que les modes d'acquisition de la richesse qui ont été retenus à cette époque-là doivent être les seuls modes pour acquérir la richesse. Tout autre qui n'entre pas dans ce cadre-là devient la corruption ou l'enrichissement illicite. Donc depuis cette période-là, le phénomène persiste. Et de cette date-là à aujourd'hui, pratiquement, j'allais dire que tous les régimes ont tenté de combattre. Mais le problème majeur que je peux dire, là où la corruption a été réduite considérablement, c'est avec un leadership fort. L'engagement, sans doute, sans équivoque, des plus hautes autorités donc pour booster le phénomène. Et là, je peux dire que cela a manqué à certains moments dans notre société. C'est un phénomène banalisé, vous dites. Banalisé par qui? Banalisé par pratiquement, j'allais dire, les citoyens qui voient que les plus hautes autorités, à quelque niveau que ce soit, arrivent à utiliser les ressources publiques de telle sorte qu'il n'y a pas l'impunité, personne n'est inquiété. Donc au sommet, c'est banalisé. À la base aussi. Au sommet, donc les autorités également les banalisent. Autorités, on ne doit pas avoir peur des mots. Si la corruption persiste aujourd'hui, ça veut dire que les plus hautes autorités n'ont pas assumé réellement leur rôle dans la lutte contre le phénomène. Donc cette banalisation, depuis le sommet de l'État jusqu'à la base, fait qu'aujourd'hui, la corruption continue à persister parce qu'il n'y a pas la répression qu'il faut. C'est l'impunité pratiquement à tous les niveaux. Quel est votre point de vue sur la corruption, la situation au Mali, Clément Dambélé? La situation, ce qu'on peut dire, ça va mieux parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui osent en parler. Ça va mieux parce qu'on commence à comprendre que si on ne lutte pas contre la corruption, ça sera la fin du Mali. Ça va encore mieux parce qu'aujourd'hui, le Malien est conscient, le Malien lambda, le Malien qu'on rencontre à tout bout des champs, a conscience que s'il ne s'implique pas dans la lutte contre la corruption, c'est lui qui va perdre la vie. Vous savez, la démocratisation de la lutte contre la corruption est un phénomène de sauvetage de nos valeurs, de nos institutions, de notre pays, de notre économie. Et quand on voit que, comme il disait le représentant de Leclerc, il a tout à fait raison, quand on voit que du président de la République jusqu'au planton, au Mali, tout le monde vole.
Tout le monde vole, il y a plusieurs formes de vol, mais tout le monde vole et tout le monde essaye de s'accommoder. Je ne parle pas de la banalisation de la corruption, non, je parle de la culturalisation de la corruption. La corruption est devenue un phénomène culturel, ça a été démocratisé au Mali, et à tel point que si on ne fait pas de la corruption, on n'est pas malien. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle pensée, un nouveau malien qui s'élève et qui se dit non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec cette culture, je ne suis pas d'accord avec cette accommodation dans la société malienne. Et il faut mettre fin à cela. Mais au-delà de cela, on voit qu'il y a quelques courageux, quelques commis courageux au Mali. On en parlait là tout à l'heure. Au niveau de la justice, il y a quelques voix qui s'élèvent. Au niveau de la société civile et au niveau des intellectuels, il y a quelques rares intellectuels qui s'élèvent aujourd'hui pour rompre avec l'évidence de la haute bourgeoisie malienne de ce confort, pour dire non, on n'est plus d'accord. Et aujourd'hui, il y a des institutions qui comprennent pourquoi ils sont payés pour lutter contre la corruption. On en parlera. Et l'ensemble de ce courage montre qu'on peut dire que ça va mieux. Il y a beaucoup de choses à faire. On ne dira pas que ça va bien parce qu'il y a toujours de la corruption. À l'heure où je vous parle, à la seconde où je vous parle, quelqu'un dans son bureau est en train de voler le bien public, est en train de boire le sang des Maliens. Tant qu'il y a des vampires, tant qu'il y a des vautours dans ces pays, tant que les hommes politiques, tant que les intellectuels, tant que les gens qui ont été nommés, les grands commis de l'État n'ont pas compris qu'ils sont là pour le peuple, on continuera toujours à piller à ciel ouvert les Maliens et le Mali. À vous entendre, vous n'êtes pas d'accord avec M. Traoré qui pense que c'est un phénomène banalisé aujourd'hui? Non, c'est plus que banalisé. Parce que quand vous parlez de la banalisation, ça veut dire tout simplement que les gens ne prennent pas au sérieux. Non, les gens prennent très très au sérieux la corruption. Tout ce Donc ce n'est pas banalisé? Ah non, pas du tout. C'est culturalisé. C'est-à-dire que c'est devenu un phénomène culturel. Ça a été normalisé à tel point que finalement, le papa qui prend la main de son enfant pour aller corrompre l'agent dans l'administration, trouve que c'est normal. S'il ne le fait pas, ça ne passe pas. Et l'enfant trouve que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Quand on voit que des gens qui doivent lutter contre la corruption sont aujourd'hui considérés comme des criminels, on reviendra sur le cas de Locli, vous allez comprendre que c'est finalement la perception de certaines catégories de Maliens, des syndicats qui pensent qu'on a encore dans l'ancien Mali qui pensent qu'aujourd'hui lutter contre la corruption est un crime. Donc c'est plus que banalisé, c'est culturalisé. Ça commence à aller, pense professeur Clément Dambélé. Est-ce votre avis également, professeur Mamoudou Soumaré? Je voudrais d'abord revenir sur le terme banalisation. Ce serait plutôt, j'abonde plutôt dans le sens du professeur Dambélé, c'est plutôt une acceptation. Ce n'est pas une banalisation, c'est une acceptation de la corruption. Tout le monde accepte, tout le monde bénéficie des fruits de la corruption. Et c'est ça le problème général qu'on a au Mali, c'est que tout le monde l'accepte et ne veut pas lutter contre la corruption. Dans une de vos précédentes émissions, vous évoquiez, je pense, les différentes réunions, conclaves qui ont eu lieu sur la corruption. Il y a eu les états généraux. Comme le Mali, on est spécialisé dans des états généraux. On fait des états généraux qui pondent, on pourrait dire, un certain nombre de résolutions qui ne sont jamais appliquées. On a également des textes qui sont parfois bancals. C'est vrai que, par exemple, on reviendra peut-être sur la fameuse loi 2014 sur la lutte contre l'enrichissement illicite. Ces lois qui sont un peu banales, bancales. Bancal, pourquoi? Parce que le processus législatif est lui-même bancal. Ça devrait faire l'objet peut-être d'une émission particulière. Donc les lois ne sont pas réellement analysées au niveau de l'Assemblée nationale. Elles sont votées sans que les députés aient forcément une bonne compréhension des textes. Mais globalement, la lutte contre la corruption, elle fait l'objet de publicité. Elle fait l'objet d'incantations. Tout le monde est content de le dire. On va lutter contre la corruption. Le président Ibeka l'avait fait. Le président Bandao vient de le faire. On va être dur. Tout le monde ira en prison. Enfin, des incantations pour amuser la galerie. Il n'y a pas réellement d'action. On reviendra peut-être tout à l'heure sur l'OCLEI. Le professeur Dambélé avait eu à dire une fois dans une de ses émissions que l'OCLEI a énormément de pouvoir. L'OCLEI a dit qu'il y avait 8000 personnes qui devaient normalement déposer leur déclaration de biens. Il n'y a eu que 998 qui l'ont fait. Il y a l'article 35 de la loi qui dit que toute personne qui n'a pas déposé sa déclaration de biens dans les délais prescrits doit être révoquée. Normalement, au Mali, l'OCLEI a le pouvoir maintenant de révoquer environ 6500 personnes. Ce n'est plus exactement les chiffres exacts. L'OCLEI a ce pouvoir-là.
parce que c'était normalement dans le décret qui explicite l'application de la loi, il est dit que 90 jours après la mise en place de l'OCLEI, on doit avoir fait sa déclaration de biens. C'est 8000 personnes, c'est 7000 et quelques personnes qui n'ont pas déclaré leurs biens. Pourquoi elles ne déclarent pas leurs biens? Pourquoi le Syntad se plaint maintenant il y a 3 personnes qui sont poursuivies? Il ne faut pas oublier qu'au Mali, d'après les chiffres de l'EMOP, le seuil de pauvreté, c'est à 180 000 francs CFA par an. C'est-à-dire des gens qui vivent avec moins de 496 francs par jour. Et ça représente 8 millions de Maliens. Il y a 8 millions de Maliens qui vivent avec moins de 180 200 francs CFA. Et les fonctionnaires se permettent de détourner de l'argent. Vous vous rappelez, sous Moussa Traoré, c'était la peine de mort pour 10 millions. Hein. Oui. C'était un crime. Dans la loi de 82, l'enregistrement illicite, c'était un crime. Dans la nouvelle loi, on l'a mis sous forme de délit. Le crime, c'est 10 ans de prescription. Le délit, c'est 3 ans. Même si l'enregistrement illicite, c'est un délit continu, il n'en demeure pas moins qu'on a changé quand même la structure du crime. Pour revenir à votre question plus en détail, on n'a pas vu réellement on a eu quelques actions qui ont été menées, mais pas dans la grande masse. Je prends toujours un exemple. Vous connaissez certainement l'école Libertéa. Est-ce que vous savez qu'à l'école Libertéa, pour être dans l'élémentaire, il faut payer 1 600 000 francs par an pour être à l'école fondamentale? 1 million et quelques. Vous allez à l'école Libertéa, ce sont les enfants de fonctionnaires maliens qui sont les plus fréquents là-bas. Maintenant, il suffit d'aller se mettre devant l'école Libertéa, de demander à tous les basanés qui sont là-bas d'où vous venez, votre père est fonctionnaire ou pas, et puis automatiquement on fait une enquête. Il n'y a pas de problème. Même pour l'OCLEI également, les 8000 personnes qui n'ont pas déclaré leurs biens, ils sont connus, donc on va faire une enquête. Parce que le fait qu'ils soient révoqués n'empêche pas de mener les enquêtes judiciaires. Le chantier est là, le chantier est vaste, et je pense que il faudrait le mener à terme. Et l'OCLEI va répondre à ça tout à l'heure. Je rappelle également que nous avons invité le Syntad à ce débat, mais ils n'ont pas souhaité participer et n'ont pas souhaité également réagir pour qu'on l'utilise en capsule. La dernière fois, le rapport de l'OCLEI, vous estimiez qu'il s'agissait d'un piètre rapport. Pourquoi ? Un piètre rapport parce qu'on s'attendait que l'OCLEI fasse plus. Vous savez, l'OCLEI, c'est la seule structure au Mali qui est dotée de pouvoir d'enquête, d'information, de pouvoir de poursuite. Ils peuvent déposer. Et je vais aller plus loin pour caricaturer un peu le pouvoir d'emprisonnement. Ça veut dire que l'OCLEI seul suffit au Mali. On peut même enlever le bureau du vérificateur général. Si vous voulez enlever même le pôle économique et financier et garder seulement l'OCLEI en lui donnant le pouvoir qu'il a aujourd'hui, en essayant de mettre en place cette structure, effectivement, suffit à elle seule pour lutter complètement. Et je vous dis bien complètement la corruption au Mali. Si l'OCLEI peut faire disparaître la corruption. L'OCLEI seul peut faire disparaître la corruption dans ces pays. Le problème de l'OCLEI, c'est surtout à plusieurs niveaux. C'est un point, je ne suis pas d'accord. Je fais partie de ceux qui ont énormément tapé sur l'OCLEI. Je continue à le faire. Ce matin, j'étais chez un de vos collègues sur RFI et je continue à le faire. Je dis que Moumoun Guindo, il n'est pas timide, il est frileux, c'est un peu heureux. Maintenant qu'il y a des choses qui commencent à bouger, quand on critique les gens qui commencent à faire bien, il faut aller avec ces gens-là. L'OCLEI a fait un rapport qui parlait de comment faire la corruption, qui parlait de comment on doit lutter contre la corruption, qui disait comment on devient corrompu, comme si on a vraiment besoin, un Malien a vraiment besoin de savoir comment on fait la corruption, comment on doit lutter contre la corruption, comment on doit détecter un corrupteur. Franchement, l'OCLEI a fait l'objet d'un gâchis énorme, historique, avec l'argent public. On n'apprend pas aux Maliens comment on doit faire la corruption, comment on est corrompu, comment détecter un corrompu. Il suffit de voir qu'un fonctionnaire qui a des villas, un fonctionnaire qui a des immeubles, ce sont des voleurs. Moi, je l'ai dit, je l'assume, ce sont des voleurs. Quand vous voyez un fonctionnaire qui est payé à 400 000 francs CFA et qui vit dans une villa d'une valeur de 30 millions, soit il a reçu un don, ce qui n'est pas possible au Mali, ou c'est un voleur. N'allez-y pas loin.
Pourquoi on veut mener des grandes phrases, des grandes enquêtes, des grandes substitutions? J'ai lu un courrier, on reviendra là-dessus. Ne peut-il pas être consultant quelque part? Oui, consultant. Vous savez, quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes interdit d'occuper un autre poste de responsabilité. Vous savez que la loi malienne est très riche. Ben, si on respecte la loi, un fonctionnaire ne peut pas être consultant. Sinon, encore, il enfreint la loi, il est encore voleur. Il est dans les délits. Permettons à Oumar Traoré de répondre maintenant par rapport à ce qui est dit, qui concerne l'OCLEI. Oumar Traoré. Merci, M. Touré. Beaucoup de choses ont été dites par mes co-débatteurs. Oui. Et je vais commencer par répondre à M. Clément. Tous les pouvoirs dont il a parlé, si ces pouvoirs sont à la disposition de l'OCLEI, aujourd'hui, effectivement, les problèmes allaient être résolus. Donc vous n'avez pas ces pouvoirs? Mais on n'a pas ces pouvoirs, justement. Quels sont les pouvoirs de l'OCLEI? Les pouvoirs de l'OCLEI en matière de lutte contre l'enrichissement illicite, c'est d'abord de contribuer à la répression de l'infraction, de l'enrichissement illicite. La mission principale, c'est mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées contre l'enrichissement illicite. Mais en matière de répression, l'OCLEI n'est pas un appareil de répression. Ça, il faudrait qu'on le comprenne. L'OCLEI ne peut pas arrêter quelqu'un. L'OCLEI ne peut pas mettre quelqu'un en prison. L'OCLEI peut mener des investigations et lorsque les investigations aboutissent à des faits, à des indices graves et concordants, donc des éléments qui peuvent justifier des poursuites, l'OCLEI transmet son rapport au procureur. Et c'est le procureur qui poursuit. C'est le procureur qui peut arrêter. Et c'est le procureur qui peut mettre en détention. Mais le hic dans la loi dont vous parlez, vous la traitez de bancal, bon, on va revenir. Le hic aussi à ce niveau, c'est quoi? On a dit que l'enrichissement illicite, c'est un délit. Donc en termes de délit, le procureur va recouvrer tous ses pouvoirs. Mais lorsqu'il a des dossiers, il y a une disposition aussi dans la loi, dans le décret, qui dit que le procureur requiert l'ouverture d'une information. Donc ça veut dire quoi? Même si le procureur aussi a des faits, des faits présumés d'enrichissement illicite d'évaluer, lui aussi ne peut pas prendre un mandat de dépôt contre celui qui est mis en cause. Il est obligé d'envoyer le dossier en information. Ça, c'est peut-être un oubli, une erreur qui a été commise dans la transformation de l'infraction des crimes en délit. Donc, on aurait pu changer cette disposition-là dans la loi. Le procureur aurait aussi pu s'assumer directement en recevant le rapport de l'OCLEI avec des faits consistants contre une mise en cause. Le procureur peut prendre tout de suite une décision. Mais malheureusement, la procédure est telle que lui aussi il est obligé d'envoyer le dossier en information. Donc, c'est en définitive un juge d'instruction qui va travailler sur le dossier. Vous voyez que là aussi, c'est un gâchis, c'est une perte de temps. Si des faits sont constants, donc le mieux serait d'aller rapidement en jugement. Et c'est l'esprit qui a fait qu'on a changé de crime en délit pour permettre la prise en charge rapide de faits d'enrichissement illicite. Le rapport de l'OCLEI par rapport à l'étiologie de l'enrichissement illicite, M. Clément pense qu'on n'a pas besoin de mener une telle étude pour connaître les causes du phénomène avant de se permettre de lutter contre. Mais dans toute œuvre humaine, il faut avoir une méthodologie, il faut avoir une stratégie, donc pour pouvoir vaincre à bout. L'OCLEI est composé de 12 membres qui sont venus de divers secteurs. Donc, après réflexion, il était de notre devoir de nous intéresser au niveau de l'administration publique actuellement. Quelles sont les causes qui poussent les agents publics élus et même fonctionnaires, à commettre l'enrichissement illicite ou bien à commettre la corruption sous toutes ses formes? Donc c'est ce qui nous a motivés à mener cette étude-là pour connaître les causes. En ce moment, l'OCLEI a dans son mandat aussi de faire des propositions aux plus hautes autorités. On fait la proposition. Si c'est systémique, en ce moment, il faut jouer sur ce point-là. Si c'est un autre aspect, en ce moment, il faut aller vers ça. Et l'étude a montré qu'il y a plusieurs causes. Il y a des causes juridiques, il y a des causes sociologiques et il y a des causes qui sont liées à d'autres facteurs. Donc c'est cité, c'est connu. Maintenant, il faudrait agir sur ces différents segments donc pour pouvoir vaincre la corruption et l'enrichissement illicite. À défaut de la vaincre, de la réduire considérablement dans la société malienne. Donc il a été question aussi de la révocation des 8000 personnalités assujetties
et de la sanction, la révocation. En fait, le chiffre de 8000 assujettis, ce n'est pas un chiffre qui est exact. C'est l'OCLEI qui a avancé ce chiffre. Et c'était une estimation. Et lorsque nous avons pris fonction en juin 2017, donc nous avons mené des missions à travers le pays. Après ces missions, nous nous sommes mis à réfléchir sur l'article 9 qui prévoit les personnalités qui doivent déclarer leurs biens. Donc nous avons essayé de décliner. Donc en quoi, quand vous prenez les présidents d'institutions, en quoi ça correspond? Les ministres, il n'y a pas de problème. Mais il y a les 3 derniers tirés qui parlent des responsables chargés de passation des marchés publics, responsables des services financiers, d'assiette ou de recouvrement. Et puis les agents de l'État chargés des fonctions de comptable public. Donc il fallait déterminer cela. Et ça nous a amené à nous faire assister des personnes aux ressources qui ont servi dans l'administration, qui ont occupé des fonctions importantes dans l'administration pour nous aider à comprendre ces 3 derniers tirés. Donc ça nous a amené à près de 8000 assujettis. Nous avons envisagé d'organiser un atelier national, donc en invitant tous les acteurs pour venir échanger sur ce document interne. C'est un document interne à l'OCLEI, donc afin de le valider et en ce moment de faire des propositions concrètes conformément à notre mandat. Mais malheureusement, ce processus a été arrêté par la grève du Syntad en novembre. En octobre, et c'est le 3 novembre que le procès verbal de conciliation a été signé. Donc les 8000 fonctionnaires-là n'ont pas été validés. Donc c'est une estimation qui publie des chiffres inexacts. L'OCLEI n'a pas publié des chiffres inexacts. En fait, il faudrait qu'on se comprenne à ce niveau. C'est arrivé à un moment, donc quand nous nous sommes rendus compte qu'on n'a pas fini les travaux, donc nous avons attiré l'attention des autres sur ce problème-là. Ça a été retiré des panneaux lumineux. Les gens ont lu ça sur les panneaux lumineux à travers la ville de Bamako. Donc, on a retiré de la place publique pour continuer le travail. Et entre-temps, le processus a été interrompu. Mais aujourd'hui, l'OCLEI travaille sur quoi en termes d'assujettis? C'est 1479 personnalités assujetties. Comment ce chiffre-là aussi a été obtenu? Après la grève du Syntad, le PV de conciliation a été signé. Entre le gouvernement et le Syntad. Le Syntad et le gouvernement ont continué à travailler. En tout cas, l'OCLEI n'a pas été associé. Donc, pour arrêter un tableau, ils ont appelé ça un tableau. Pourquoi l'OCLEI n'a pas été associé? L'OCLEI n'a pas été associé parce que c'était une exigence du Syntad que l'OCLEI ne fasse pas partie de la commission. Le Syntad qui exige cela, alors que c'est votre travail. Mais à l'époque, c'était ça. Vous êtes surpris, mais c'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Alors, par rapport à vos pouvoirs, vous dites attendez, je vais terminer sur les assujettis. Allez-y. Donc, le gouvernement et le Syntad sont tombés d'accord sur les 1479 assujettis et le ministère de l'économie et des finances, en son temps, en mai 2018, nous a transmis ce tableau. Donc, nous sommes en train de travailler cela. Donc, alors que dans l'article 9, toutes les personnalités visées dans l'article 9 ne sont pas dans les 1479 là. Donc certains ont été enlevés qui ne sont pas dans l'article 9. Et l'OCLEI est en train de travailler sur cela. Qui les a enlevés? Le gouvernement et le Syntad. C'est eux qui ont fait le travail pour nous transmettre. Donc nous sommes en train de travailler sur ces 1479 assujettis. Donc j'ai dit qu'il y a des personnalités qui sont visées dans la loi mais qui ne sont pas dans ces 1479 là. Donc le travail est en train de se faire sur ça. Nous n'avons pas réagi parce que nous nous sommes dit qu'on est à un moment, donc l'État est faible. Donc si les gens doivent profiter de la faiblesse de l'État, nous ne devons pas être un moyen d'attiser le feu. Donc c'est sur ça que c'est ça qui a été notre attitude. Nous nous sommes dit que nous sommes une autorité administrative indépendante. Nous ne sommes pas tenus par ça, mais en réunion, nous nous sommes dit que si ça contribue à apaiser le climat social, donc alors d'accord, travaillons sur la base de ces 1479 assujettis. Et aujourd'hui, nous travaillons sur la base de ces 1479 assujettis. Donc,
On va vous donner la parole tout à l'heure, vous aurez d'autres réponses à donner. Et il est important, je rappelle, nous avons invité le Syntad qui n'a pas souhaité participer à ce débat. Ce Syntad qui s'insurge contre l'agent Locley. Dans une correspondance adressée au ministre en charge de la fonction publique, le syndicat national des travailleurs des administrateurs d'État demande l'arrêt immédiat des procédures judiciaires initiées par l'Office national de lutte contre l'enrichissement illicite contre des fonctionnaires. Professeur Mamoutou Soumaré, le Syntad semble être très fort. Oui, je voudrais revenir sur les chiffres de l'honorable représentant de l'OCLEI. Les 8000 sont dans le rapport. Dans le rapport publié par l'OCLEI, les 8000 sont dans le rapport. Il y a un endroit où c'est marqué 8000 environ et après il donne le chiffre exact. 7556 je crois. Ce n'est pas les panneaux lumineux. Donc c'est une publication comme a dit M. Touré. Vous l'avez publié dans le rapport annuel. Ce chiffre-là apparaissait dans le rapport annuel. Pour le Syntad, ça c'est un problème du Mali. Les lois sont votées. Soit on est dans un état de droit, soit on est dans une république bananière. La loi a été votée, le décret d'application a été promulgué. C'est vrai que la loi a des insuffisances, notamment le fait de faire mention uniquement des enfants mineurs, ce qui fait que si Elisabeth Dos Santos avait été au Mali, elle n'aurait jamais été poursuivie parce qu'elle était majeure quand elle a détourné les milliards du pétrole angolais. Il y a par exemple également le fait des gens mariés sous la communauté de biens, sachant qu'au Mali, 99,9% des personnes sont mariées sous la séparation de biens. Ça veut dire que vous pouvez détourner de l'argent, le donner à votre femme pour qu'elle travaille. Avec l'argent détourné, elle ne sera pas poursuivie, elle n'aura pas l'obligation même de déclarer ses biens parce qu'elle est sous la séparation de biens. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comment un syndicat peut demander l'arrêt des poursuites judiciaires. Dans l'article 80 de la Constitution, on dit que les magistrats sont autonomes, sont indépendants. L'article 82 de la Constitution, même si on avait tenté à un moment de la mettre de côté en mettant une charte supérieure à la Constitution, la Constitution est toujours valable. La justice est indépendante. Comment un syndicat de fonctionnaires peut demander à un ministre d'intervenir et de faire arrêter des poursuites judiciaires? Ça, c'est l'émission dans le travail. Il est parvenu à exclure Locley, selon M. Traoré. Bon, il est parvenu à l'exclure. Et là, justement, c'est à Locley. Locley est une structure indépendante. Locley a des textes. La loi sur l'enrichissement illicite, le décret d'application, les textes qui l'instituent elle-même. Elle peut passer outre. Elle n'est pas tenue par l'obligation du Syntad avec le gouvernement. Elle n'est pas tenue par ces textes-là. Alors, M. Traoré dit qu'ils n'ont pas réagi pour ne pas attiser le feu. Mais attiser le bien-être de personnes qui ont manifestement détourné de l'argent ou penser aux populations délaissées du Mali, aux gens qui meurent de faim tous les jours. L'argent que ces gens détournent, il y a toujours la présomption d'innocence, mais l'argent qui est détourné, c'est de l'argent qui n'est pas allé à destination des personnes qui sont dans le besoin. Comment vous êtes, professeur Dambélé parlait des gens qui sont dans des villas. Vous savez que, suivant la grille actuelle, le plus bas salaire de la fonction publique, c'est 74 000. Le plus élevé, c'est 440 000. Indice 110. Sans compter les primes, bien sûr. Le plus haut salaire de fonctionnaire, c'est 440 000. Oui, en fonction de ce salaire de base, on ne parle pas des primes et tous les avantages subsidiaires qui peuvent être ajoutés, c'est de 74 000 à 440 000. Alors, est-ce une volonté de ne pas attiser le feu ou est-ce une injustice selon vous, le fait de ne pas avoir réagi par rapport à cette question? Non. Ils ont eu peur de leur poste. Ils ont eu peur. Il faut dire simplement ils ont eu peur pour ne pas être virés. C'est tout. Il faut dire les choses. Sinon, je ne peux pas comprendre que des gens aguerris comme M. Traoré, comme Moumouni, des gens expérimentés, des gens engagés, ils ont été sélectionnés. Nous sommes 25 millions de Maliens, tout l'intérêt extérieur. On a choisi 12 personnes parmi les 25 millions qui aujourd'hui disent non, nous on ne veut pas intervenir parce qu'on ne veut pas attiser le feu. Mais quel feu vous allez attiser? Le feu de la misère,
le feu de l'injustice, le feu que l'histoire retiendra que vous avez été complice de l'un des plus grands crimes organisés contre le peuple malien, c'est tout. Assumez-vous, on est aujourd'hui avec vous, on va aller jusqu'au bout. Maintenant que les choses sont claires, on reviendra là-dessus, on va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il bénéficie réellement de ce soutien de la population? Il bénéficie de ce soutien. Moi, je fais partie de ceux qui se sont attaqués ouvertement à Loclé. À la personne de Moumouni Guindo, je l'ai traité de peureux. Si aujourd'hui Moumouni et ses collègues s'élèvent pour faire la lutte contre la corruption telle qu'on leur demande, ils sont payés pour ça. Ils sont financés en partie par les Hollandais et l'État malien. C'est des gens qui ont été choisis sur la base de la compétence et de la moralité. Elle dit qu'ils n'ont pas les pouvoirs que vous Ils vont l'avoir, ils ont ces pouvoirs. Soit vous n'avez pas le pouvoir, vous claquez. Investiguer. Écoutez, moi, il y a quelque chose au Mali que je ne comprends pas. Qu'on se plaint parce qu'on n'a pas quelque chose alors qu'on doit l'avoir et qu'on reste dans le confort de la chose. Si on ne vous donne pas ce qu'on doit vous donner pour exercer pleinement votre mission, mais démissionnez, bon sang. Est-ce qu'on est obligé de s'accrocher à des fauteuils pour finalement être complice? Deuxièmement, aujourd'hui, je vous assure que nous avons tout notre soutien à l'égard de l'OCLEI. Et je l'ai dit officiellement ici, que je soutiens aujourd'hui l'OCLEI, tous les agents. Il faut la chasse à l'homme. Et je l'ai dit bien, la chasse à l'homme voleur. Comment vous pouvez imaginer qu'au XXIe siècle, en 2020, que ce monsieur Yacouba Katili se permet de faire une correspondance de la honte dans un pays où le président vient de faire serment devant son peuple, Mbandao, en moins d'un mois, pour dire que s'il ne peut pas lutter contre la corruption zéro, s'il ne peut pas amener la corruption à zéro, mais l'impunité sera les normes. Et ce président est là. C'est le syndicat Syntad, dirigé par Yacouba Katili. Et de surcroît, le secrétaire général de l'UNTEM, je comprends ses correspondances pour qu'il puisse avoir un peu d'état de santé dans son syndicat, parce qu'il est très contesté. Mais si tu veux sauver ta place de syndicaliste, tu n'as pas apporté atteinte à l'État. Ça, c'est un crime. Comment cet homme malien digne de ce nom peut envoyer une lettre pour demander à l'OCLEI d'arrêter la lutte contre la... Mais l'histoire retiendra qu'il y a quand même un monsieur qui s'appelle Yacouba Katili, avec ses œuvres, qui se sont levés un moment pour lutter pour la corruption dans ces pays. Alors, moi, je vais vous dire une chose, et je termine là-dessus. Je vais lire une partie de sa correspondance. Il dit, la loi numéro 2014-015 du 27 mai 2014 constitue une atteinte grave à la vie privée et familiale des travailleurs et des travailleuses qui apparaissent aux yeux de la société comme des prédateurs de l'économie du pays. Une des dispositions de la loi ne fait pas l'obligation à l'État d'apporter des preuves contre un fonctionnaire qui l'accuse. Mais c'est à ce dernier d'apporter la preuve de son honnêteté. Quand un fonctionnaire touche à peine avec tout prime confondu, 1 million de francs CFA, quand il construit des immeubles à plus de 300-400 millions, quand je regarde le rapport de l'OCLEI, je fais le calcul avec le salaire de cet inspecteur des impôts, il faut qu'il vive 818 ans pour qu'il puisse construire ça. Est-ce que l'État a besoin de prouver autre chose que tout simplement c'est un voleur? Il n'y a pas de demi-mot. Maintenant que l'OCLEI a fait son travail pour poursuivre, on accuse l'OCLEI simplement de pouvoir épingler que 3 personnes. C'est insuffisant. Dans un pays où il suffit de lancer le filet pour le remplir à chaque seconde de voleurs, l'OCLEI n'a trouvé que 3 personnes et ces 3 personnes aujourd'hui, on veut fermer l'OCLEI, on veut l'empêcher de faire ce travail. Si Bandao laisse passer ça, l'histoire retiendra que Bandao a été le président de la corruption au Mali. Si Assimi Goïta laisse passer ça, ça veut dire qu'Assimi a laissé la prolifération de la corruption. Si le gouvernement de Mokhtar Ouane laisse passer ça, ça veut dire que tout ce qu'on dit aujourd'hui contre Mokhtar Ouane est vrai. L'OCLEI doit continuer son travail. L'OCLEI doit être supporté, protégé. Moumouni et ses collègues doivent aujourd'hui être considérés comme des héros de la nation. Il faut leur donner tous les pouvoirs qu'il faut. Et je demande aux membres de Syntad, les autres membres de Syntad, de se désolidariser de cette aventure, de honte que Katili est en train de mettre en avant. C'est la honte dans un pays où on veut aujourd'hui. Vous savez, il y a 200... Je termine là-dessus. Vous aurez la parole tout à l'heure. Studio Tamani a invité le Syntad. Je le répète encore, ils n'ont pas voulu être présents sur ce plateau. Alors, Omar Traoré, M. Clément Dambélé regrette un manque de courage, selon lui, de l'OCLEI. Bon, en fait, je ne peux pas l'empêcher de dire ce qu'il souhaite ou il veut. Ce n'est pas un manque de courage. Et j'ai dit, il ne faudrait pas faire une confusion entre deux choses. Lorsque nous avons reçu le tableau de 1479, nous avons dit que nous travaillons sur ça. Donc, après une
réunion tenue au sein du Conseil pour apprécier la situation et prendre une décision par rapport à ça. Mais nous avons assumé notre rôle. Lui-même, il a parlé des 3 dossiers qui ont été transmis depuis janvier 2020. Donc, où en sommes-nous avec ces dossiers? Ces 3 dossiers sont entre les mains du procureur du pôle économique de Bamako. Et c'est lui qui va gérer la suite. Maintenant, s'il aura besoin de l'expertise de l'ECLEI pour venir donner des compléments d'information, l'ECLEI est disposé pour cela. Donc, nous avons assumé notre rôle, nous avons assumé notre mission et nous sommes en train de le faire. En 2020, janvier 2020, nous avons transmis 3 dossiers. Nous sommes en train de travailler sur des dossiers et d'ici la fin de l'année, nous allons transmettre d'autres dossiers. Donc, c'est presque fini. Donc, il reste à mettre les dernières touches pour transmettre ces dossiers. Donc, le problème, c'est quoi? Il faudrait faire la confusion que l'ECLEI, les membres de l'ECLEI ont baissé les bras. Non, nous n'allons pas baisser les bras en face de l'histoire, en face du peuple malien. Alors, votre rôle n'est pas de poursuivre, vous l'avez dit, votre rôle n'est pas de poursuivre, votre rôle est d'investiguer. Alors, est-ce que dans cette investigation, vous procédez à la chasse à l'homme, comme le pense Clément? Non, nous ne pouvons pas mener cela. Nous ne pouvons pas faire de chasse à l'homme contre qui que ce soit. Nous avons les méthodes de nous saisir des dossiers. Il y a déjà l'autosaisine qui est prévue par la loi. Lorsque l'ECLEI voit sur la place publique, dans la presse, des situations d'enrichissement illicite qui sont dénoncées, l'ECLEI peut se saisir de cela si le pôle économique ou bien d'autres structures ne l'ont pas fait déjà. L'ECLEI peut recevoir des dénonciations et investiguer sur ces dénonciations. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Avez-vous des enquêteurs? Nous avons des enquêteurs. Et là, nous interpellons en ce moment les plus hautes autorités. Parce que, figurez-vous qu'en plus des 12 membres, l'ECLEI a aujourd'hui 8 enquêteurs. Donc 4 ont été recrutés en mars. Donc 20 personnes pour lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite au Mali. Pour lutter contre l'enrichissement illicite, sans compter le personnel administratif. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pour cela que les structures de lutte contre la corruption et la justice ont besoin de moyens. Moyens humains, moyens matériels, moyens financiers pour pouvoir faire des recrutements. Donc ça nous fait défaut. Donc, Clément dit qu'on vous entend on vous voit rarement dénoncer ou même démissionner si vous n'êtes pas d'accord avec les processus, les stratégies mises en place. Le problème n'est pas de démissionner. Si c'est le cas, au moment opportun, on va le faire. Nous avons reçu... Mais êtes-vous d'accord avec le processus, la façon dont les choses sont en train d'évoluer? Nous sommes d'accord avec ça par rapport à la déclaration des biens uniquement, par rapport au tableau des 1400 assujettis, 1479 assujettis uniquement. Mais le reste, nous travaillons en âme et conscience de façon indépendante. Oui, mais de façon indépendante. Oui. Quand les autorités ou le Syntad interfèrent, comme vous l'avez dit, dans votre travail, est-ce que là, votre indépendance n'est pas remise en cause? Non, le Syntad ne peut pas mettre en cause notre indépendance. Mais c'est vous qui l'avez dit, le Syntad vous a exclu dans un processus. Non, ça s'est fait à un moment, en 2017, au moment de la négociation pour sortir de la grève. Qui est importante, la négociation. Justement, donc qui a fait... Nous, on n'était même pas associés aux négociations. C'était le ministère du Travail et de la Fonction publique et les autres membres de la partie gouvernementale en face des représentants du Syntad. Nous, on n'était pas là-dedans. Donc la négociation a été faite, j'allais dire, sur notre dos. On ne nous a pas acceptés dans la commission. Et la commission d'identification et de rectification des difficultés de la loi dont parlait M. Soumaré. Donc la commission aurait terminé ses travaux et c'est pour cela qu'il parle de l'adoption d'une ordonnance. Donc le danger qui est là, c'est la partie gouvernementale et le Syntad qui ont travaillé sur le projet d'ordonnance. Le gouvernement est en danger dans la lutte pour le processus. Je ne dis pas que le gouvernement est en danger, mais le danger qui va suivre l'adoption de... Non, je ne dis pas que le gouvernement est en danger. Hein. Je dis, est-ce que le gouvernement est en danger pour la lutte contre la corruption s'il interfère dans votre travail? À un certain moment, s'ils le font... Est-ce qu'ils le font? Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Parce que la seule fois où ça a été tenté de le faire... La seule fois. La seule fois où ça a été tenté de le faire, au niveau de la primature, nous avons fait comprendre que nous sommes une autorité administrative. Et là, c'était quoi? En février 2020, nous avons invité nos homologues, l'ONUDC, donc pour venir organiser une conférence de haut niveau sur la corruption. On nous a appelés pour dire que le Syntad s'est manifesté et il ne faut pas tenir cette activité. C'était à peu près le sens de leur notre convocation. Ça a été dit à des mots diplomatiques, mais nous l'avons compris.
Et là, nous avons été obligés de dire que cette activité, on va les retenir. Est-ce que cette nouvelle mobilisation du Syntad vous inquiète? Ça ne nous inquiète pas. Ça ne va pas vous changer votre travail? Ça ne nous inquiète pas, mais nous attirons l'attention des plus hautes autorités sur le danger du projet de loi. Ça a été fait avec le Syntad. Il ne faut pas que ça soit une loi taillée sur mesure pour protéger les militants du Syntad. Donc, dans le circuit d'approbation du projet d'ordonnance, il faut une large participation de la société civile, de tous les acteurs de lutte contre la corruption, pour avoir une loi consensuelle et qui va être appliquée par les structures, par l'OCLEI et par la justice par la suite. Mais je voudrais revenir sur certains points. Parce qu'il a été dit que l'OCLEI devrait révoquer les 8000 fonctionnaires. L'OCLEI n'a pas ce pouvoir. Et en fin 2019, nous avons fait la situation des déclarations de biens pour arrêter ceux qui ont déclaré leurs biens et ceux qui ne l'ont pas fait. En son temps, nous avons transmis cette situation à la primature. Et la suite, ça a été quoi? Nous avons reçu la mission de la Cour suprême pour venir contrôler l'OCLEI. La Cour suprême venue contrôler l'OCLEI. Et vous dites que le gouvernement, la justice n'interfère pas dans votre travail. Non, comprenons-nous bien. La justice, nos partenaires privilégiés, c'est la justice. Mais le Premier ministre a le pouvoir de demander à la Cour suprême de faire des contrôles dans un service. Mais ce que moi j'ai constaté personnellement, lorsque nous avons arrêté la situation des déclarations de biens pour dire X dans tel service a déclaré, Y n'a pas déclaré, la loi nous dit d'informer le Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui doit révoquer. L'OCLEI n'a pas le pouvoir de révocation. Donc lorsqu'ils ont reçu cette situation, la réaction, ça a été quoi? Dans les semaines qui ont suivi, nous avons reçu une mission de la Cour suprême pour venir contrôler l'OCLEI. Une structure qui n'a pas 3 ans d'existence, qui n'a même pas fini de mettre en place ces procédures. Est-ce que le Premier ministre de l'époque ou la primature elle-même se sentait menacée? À l'époque, on ne sait pas. On ne sait pas. Dans ce contexte, peut-on réellement lutter contre la corruption? Vous permettez. Donc, par rapport aux 8000, donc c'est pour dire que nous n'avons pas de pouvoir de révocation des fonctionnaires. Nous transmettons la situation. Il appartient à l'autorité d'investiture de sanctionner. Et nous avons fait là aussi notre devoir. D'accord. Merci. Professeur Soumaré, peut-on réellement lutter contre la corruption dans ce genre de contexte? Bon, vous venez de voir qu'il est très difficile si plusieurs autorités à un certain moment essayent de mettre des freins, parce qu'effectivement, dans la loi, ce n'est pas l'OCLEI qui révoque, hein, c'est l'autorité qui a fait les nominations qui doit révoquer. Mais normalement, c'est immédiat. C'est dans la loi, c'est immédiat. Il y a pas, la personne, au bout de 90 jours, elle n'a pas fait sa déclaration. L'OCLEI a remonté l'information. On doit les révoquer de leur poste. Il faut également un autre problème. L'OCLEI n'est pas là uniquement pour analyser les déclarations de biens. Ils ne doivent pas se contenter de ça. Ils doivent faire beaucoup plus d'investigations. Peut-être avec 8 inspecteurs, c'est très faible. C'est-à-dire qu'ils analysent les déclarations de biens et ils doivent maintenant aller voir les signes extérieurs de richesse de quasiment tous les fonctionnaires à un certain poste. Ou même si on les a... Il nous reste 1 minute 30 secondes. 30 secondes pour chaque invité. Comment, urgemment, lutter contre la corruption réellement au Mali? Il faut s'assumer, il faut appliquer la loi et très rapidement, il faut que l'OCLEI maintienne ces 8000. C'est effectivement 8223 pour vous donner le chiffre exact. Votre rapport exact, arrêtez les 1400, c'est une connivence, c'est une duperie, c'est un faux chiffre. Et c'est l'État qui s'est initié pour vous empêcher en Comment lutter contre la corruption en urgence? Pour lutter contre la corruption, il faut que chacun assume son rôle à quelque niveau que ce soit. Et par rapport aux 8000 dont vous parlez, l'explication suit dans le rapport, l'explication que j'ai donnée tantôt suit dans le rapport. Donc pour dire que c'était une estimation et que le processus a été arrêté. Donc en clair, si tout le monde joue son rôle à son niveau, on va venir à bout, sinon réduire considérablement. Dans l'urgence, quels doivent être les défis à relever par les autorités de la transition? Faire respecter les textes qui sont votés, qui sont applicables et qu'on les respecte. Aucun syndicat, personne ne doit venir interférer dans le travail de lutte contre la corruption et le détournement de biens. Faut-il aussi rectifier les erreurs, comme souligné par M. Traoré, par rapport à certains textes? Ça viendra. Il y a énormément de textes qu'il faut revoir. Pas uniquement ces textes-là, il y a énormément de textes qui sont à revoir. Merci beaucoup. Les textes qui sont là, il faut les exécuter. Merci, professeur Mamoutou Soumaré. Vous êtes économiste-chercheur au Centre de réflexion et d'action contre la corruption. Professeur Clément Dambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage PCC.
Traoré et Oumar Traoré, membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au clé. À la régie vidéo et audio, Salim Diouara et Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.